Enchantée. Madame Élise Vignoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des femmes membres du comité exécutif du groupe Generali. Oui, tout à fait. En charge de la communication des affaires publiques et des RSE pour Generali France, et également présidente de l'association The Human Safety Net, qui œuvre autour des familles vulnérables et des réfugiés entrepreneurs. Je voudrais qu'on sorte du cadre légal ou paralégal plus qu'une minute. Madame Élise Vignoux, je vais vous donner la parole. Vous êtes donc, on l'a dit en introduction, l'une des femmes qui est membre du comité exécutif du groupe Generali. Est-ce que je peux vous demander tout simplement de témoigner de votre expérience, c'est-à-dire comment vous vous êtes retrouvée là? Avez-vous eu le sentiment d'être un quota? Est-ce que vous pouvez nommer quelques difficultés s'il y en a eu? Voilà, à vous la parole. Alors moi, je suis dans le secteur de l'assurance depuis 1 an et demi. Auparavant, j'étais dans un secteur beaucoup moins féminisé, parce que le secteur de l'assurance est extrêmement féminisé. La question qui se pose, c'est plutôt quand on monte dans la hiérarchie et dans les comités de direction. Mais je viens du secteur des matériaux de construction, le ciment, le béton, le granulat, etc. Donc un secteur qui attire beaucoup moins de femmes. Et en fait, j'ai connu une progression en comité de direction à l'âge de 30 ans en étant nommée plutôt par une femme. Ça a été plutôt un choix managérial féminin. C'est suffisamment rare pour le signifier, parce que la question de la parité, la mixité, en fait, il est encore beaucoup aux mains des hommes finalement, puisque c'est eux en majorité qui nomment à ce type de poste-là. Et puis tout le reste de ma carrière, jusque maintenant, non, ça a été des hommes qui m'ont nommée. Je dirais peut-être le plus compliqué au départ, ça a été le double handicap, être femme et être jeune. C'est probablement ce doublon, alors je ne veux pas anticiper sur un témoignage suivant, mais à savoir ce qui a été le plus compliqué en termes de crise de légitimité, de crise personnelle, hein, de légitimité, je ne saurais pas distinguer quel a été le facteur le plus différent. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire, et ça rejoint mon témoignage personnel. Je pense que Madame Zimmermann, effectivement, est trop modeste et sous-estime la portée de sa loi, parce que, par exemple, le secteur de l'assurance, donc c'est aujourd'hui un secteur à plus de 50% féminin. Et on note qu'en 10 ans, les 10 dernières années, le nombre de femmes cadres dirigeants dans le secteur de l'assurance a été multiplié par 2. Et aujourd'hui, la présidente de la Fédération française de l'assurance est une femme. Donc je pense que ça progresse, je pense que cette théorie du ruissellement, elle existe, que cet impact réputationnel au-delà de la loi, il existe, puisque la preuve, les entreprises bougent les lignes là où le secteur public et administratif bouge beaucoup moins les lignes, parce que je pense qu'ils sont beaucoup moins sous le feu des projecteurs et on attend beaucoup moins de choses de leur part. Alors, un système de quotas ou un indice type Pénicaud, c'est pas forcément parfait, c'est pas forcément suffisant, mais je crois que ça drague toute une énergie derrière sur plein de facettes. Moi, je le vois, là, c'est la 2e année qu'on publie l'indice Pénicaud, qui est pas forcément parfait dans ses critères, etc., mais qui existe et qui a au moins le mérite de mettre des coups de boost, même si moi je sais très bien que mon CEO est extrêmement engagé sur ces sujets-là de diversité et d'inclusion au sens large, parce qu'il n'y a pas aussi que la question de l'égalité femmes-hommes, il faut aussi derrière porter tout un tas de sujets autour du handicap, des sujets LGBT, etc. Parce que je pense qu'en faisant évoluer les lignes à un endroit, on les fait bouger, on fait progresser le droit pour tout le monde, et notamment pour les hommes aussi, qui, je pense, y trouvent aussi leur compte. Mais par exemple, cet indice Pénicaud, il a l'intérêt de remettre sur la table ce sujet-là. Il a l'intérêt de remettre des discussions aussi, parce qu'on parle de pression médiatique, mais il y a aussi une pression interne. Il y a les collaborateurs qui attendent aussi beaucoup sur ces sujets-là. Il n'y a pas que la loi, il y a aussi le soft law, et moi je voudrais donner un exemple particulier. L'an dernier, en 2019, on a eu toute une campagne de recrutement, on a eu besoin de recruter 100 personnes dans l'IT. L'IT, un secteur, dans le secteur de l'assurance et l'IT, c'est environ 16% de femmes. On a, mais ça a été une obsession
quotidienne et un engagement de toute l'entreprise, de tous les opérationnels, de toutes les fonctions support, on s'est mis la pression et l'engagement d'atteindre la parité. On a échoué sur les derniers recrutements et sur les dernières semaines, ce qui fait qu'on a du 40%, 60%. Mais c'est quand même, je trouve, une victoire en se disant on a un objectif collectif qui est commun, sur lequel on n'a pas particulièrement communiqué à l'externe, mais qui implique d'écrire des job descriptions avec des femmes, avec un vocabulaire, on va sortir du vocabulaire de performance habituel des hommes. On va élargir la façon d'écrire les job desks. On va passer par des cabinets de recrutement qui ont ce souci, qui ont des méthodologies qui permettent d'avancer sur ces sujets-là. On a les RH, les opérationnels, tout le monde est aligné. Et au final, on arrive à 40% de recrutement féminin, ce qui, je trouve, est une superbe victoire collective. Est-ce qu'il y avait des résistances en interne, typiquement, sur ce procédé? Alors, il n'y avait pas de résistance, mais je crois néanmoins toujours nécessaire de poursuivre la sensibilisation, la formation sur ces sujets-là. Parce que je dirais que 95% des entreprises et 95% des collaborateurs d'une entreprise, c'est des gens plutôt bien intentionnés. C'est des gens qui ont envie de bien faire. C'est des gens, quand on leur parle d'égalité femmes-hommes, ils disent bah oui, bien sûr qu'on veut une entreprise performante, on veut les meilleurs talents, on veut donner sa chance à tous, etc. Ce qu'il faut déconstruire, par contre, et c'est là qu'il y a encore besoin de formation et de sensibilisation, c'est déconstruire les biais inconscients, déconstruire les freins individuels, collectifs. Ne serait-ce que dans l'introduction tout à l'heure, on a parlé de freins innés. Il n'y a pas de freins innés, il n'y a que des freins acquis. Donc, comment on les identifie, comment on les déconstruit? À ce titre, Generali, nous sommes partenaires de la chaire Femmes et Sciences montée par Paris Dauphine, avec d'autres entreprises, où vraiment là on va payer des bourses, c'est vraiment des bourses de recherche et des chercheurs qui étudient sur le terrain très, très tôt. Ils étudient vraiment tout ce qui est mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, on a des très jeunes filles, des jeunes filles et des femmes qui ne choisissent pas les carrières académiques, universitaires et professionnelles autour des métiers STEM, sciences, technologiques, mathématiques, etc., qui sont des métiers qui nous intéressent énormément. Et on se rend compte que dès l'âge de 3 ans, en réalité, il y a vraiment des freins qui sont mis en place, l'éducation nationale, les familles, les individus, etc., qui font que ces petites filles ne choisissent pas les carrières qui pourraient apporter ensuite, dans 15 ans, dans 20 ans, de la diversité dans les entreprises. Donc, je crois là aussi que ça va nous on participe à ce projet-là parce qu'on a... On doit contribuer au débat de la cité, on doit contribuer à faire évoluer les comportements, etc. Mais aussi parce que nous, ça nous irait en interne, ça va nous alimenter sur le pourquoi mener de telles politiques, parce que je crois que c'est encore nécessaire, même si ça fait 10 ans que la loi Copé-Zimmermann est passée, je crois qu'il faut encore expliquer et déconstruire le pourquoi on doit faire ça. Et de fait, pour terminer, la pratique, la décision en tout cas, qui est d'avoir 3 femmes dans ce comité exécutif qui compte 12 membres. 12 membres, ouais. Ça s'est fait naturellement, c'est un choix interne. Comment c'est un choix très clair de notre DG, mais c'est aussi un choix de l'entreprise. Parce qu'il s'avère que moi, je suis sponsor France pour les questions diversité et inclusion. Au niveau du groupe, on a un comité diversité et inclusion qui a été mis en place il y a plusieurs années, avec la publication, enfin la définition et la publication d'objectifs très clairs à atteindre à chacun des niveaux de l'entreprise sur la présence de femmes. Generali, c'est une entreprise italienne, très belle entreprise, très belle racine culturelle, mais avec encore, il faut bien le dire, culturellement, certains freins sur ces sujets-là. En interne, la France est un des pays les plus avancés du groupe. L'an dernier, on avait 92 sur 100 à l'indice Pénicaud. Je suis désolée d'annoncer qu'on a 87. On a reculé sur un seul critère, qui est la présence de femmes dans le top 10 des rémunérations. D'accord. Donc, je me suis portée volontaire pour résoudre rapidement ce problème.
mon dossier est sur le bureau du directeur. Mais plus sérieusement, voilà. Donc, il suffit aussi, voilà, c'est en ça que l'indice pénico, parfois, voilà, il suffit de reculer sur un sujet. Hop, mais très bien, voilà. Ça permet en tout cas de continuer le débat, de poursuivre nos efforts en interne. Et on crante les sujets comme ça au fur et à mesure. Il y a un objectif pour le comité exécutif qui est de monter à 5 femmes, 6 femmes. 4 à être à 40%. Donc, voilà. Mais d'ici 2024, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, sur chacun de ces sujets diversité et inclusion, il y a des plans d'action, il y a des quotas, il y a des publications qui sont faites dans les différents rapports de l'entreprise, des filiales et du groupe. Et un dernier mot quand même, parce que vous l'avez évoqué, et finalement, c'est la première fois qu'on l'évoque là dans la table ronde, sur la performance. En quoi, finalement, tout le monde est convaincu que c'est un levier de performance? Alors, il y a plusieurs études qui le démontrent. Il y a des études C'est vraiment de l'information, quoi. On s'informe sur des études. Oui, il y a les études. Il y a des études du BCG. Ça permet toujours d'objectiver, on va dire. Il y a une étude du BCG qui prouve qu'une équipe STEM qui serait paritaire et performante à plus de 20%, alors selon différentes méthodologies, selon différents critères, mais on sent bien de toute façon que pour avancer, une entreprise, il faut qu'elle percute les idées préconçues, qu'on interroge les idées toutes faites, l'entre-soi intellectuel, l'entre-soi d'idées. Pour innover, pour avancer, une entreprise doit avoir une multiplicité de points de vue pour avoir une plus grande richesse de points de vue sur une même problématique et prendre les meilleures solutions. Donc c'est en ça que ça permet plus de performance, plus d'innovation. Il y a aussi un enjeu, je dirais, de symétrie des attentions. Nos consommateurs sont diverses, sont multiples. On sait que les femmes sont fortement partie prenante des décisions d'assurance, d'épargne, etc. Donc il faut bien pouvoir refléter cette diversité de points de vue aussi en interne. Un dernier point, vous avez cité le sujet de l'intelligence artificielle, qui est un outil qu'on utilise énormément et qui va aller croissant. Et effectivement, c'est absolument clé qu'on ait sur ces métiers robotique, intelligence artificielle, une bonne représentation de la diversité. Puisque c'est pas effectivement la machine qui décide, c'est les hommes et les femmes qui auront codé la machine qui permettront de décider. Voilà, donc il y a encore tout un champ de progrès et d'avancées à avoir.